En juin 2024, deux nations ont signé un accord qui a fait trembler le monde. Baptisé le partenariat stratégique global, ce n'était pas simplement un autre pacte à peine digne du papier sur lequel il était imprimé. C'était une déclaration de défi contre les États-Unis et ses alliés, enveloppée dans de grandioses promesses d'un nouvel ordre mondial juste et multipolaire. Cela semble noble, mais pas quand on connaît les acteurs impliqués. D'un côté, la Russie, un État paria vacillant sous le poids de sa guerre désastreuse en Ukraine. De l'autre, la Corée du Nord. De l'autre, la Corée du Nord, un royaume ermite nucléaire dirigé par un homme aux politiques aussi frappantes que sa coiffure. Mais d'une manière ou d'une autre, dans ce monde cruel et chaotique, le président russe, Vladimir Poutine, et le dirigeant suprême, Kim Jong-un, se sont trouvés un match fait au paradis autoritaire, avant même que le pacte entre la dictature la plus volatile du monde et la superpuissance la plus belliqueuse en devenir ne soit ratifié. La Corée du Nord a envoyé plus de 10 000 troupes en Russie, un geste que l'OTAN a immédiatement qualifié d'escalade dangereuse. Mais l'OTAN, et même Poutine, ne savaient pas qu'il n'y avait absolument rien de dangereux à propos de ces troupes. Pensez moins à des guerriers aguerris, et plus à des figurants mal répétés dans un défilé militaire. Il était clair que Kim n'avait pas envoyé ses meilleurs éléments, il a envoyé ses restes, et Poutine est tombé dans le piège. Décortiquons cette énorme blague jouée à Poutine et ses implications pour la guerre en Ukraine. Pour saisir le déroulement de cette farce, il faut examiner de plus près ces troupes nord-coréennes. Où ils se trouvent, ce qu'ils font, et pourquoi Poutine pensait qu'ils étaient la solution à ces problèmes. Malgré des estimations variables, les derniers chiffres indiquent qu'environ 11 000 soldats nord-coréens seraient présents en Russie. Selon le renseignement de défense ukrainien, Glavnoye, Razvedivatel-Noye Upravleni, environ 2000 d'entre eux ont rejoint des unités russes, tandis que les 9000 restants agissent comme une force de réserve dans ce qui semble être une stratégie pour remplir des postes secondaires. Ces rôles incluent la surveillance des points de contrôle, le creusement de fortifications et la tenue de postes d'observation, libérant ainsi les soldats russes pour le combat en première ligne. Cependant, des rapports suggèrent que ce n'est peut-être que le début. Le renseignement ukrainien spécule que Pyongyang pourrait envoyer jusqu'à 100 000 soldats à l'avenir. Cette perspective serait sans doute inquiétante si l'inutilité totale de ces troupes ne s'était pas avérée. Mais ne nous emballons pas. Ces troupes nord-coréennes auraient commencé à arriver en Russie en octobre, puis auraient parcouru 4000 autres miles de Vladivostok à Koursk. La région de Koursk est également l'endroit où la plupart de ces troupes ont pris position, travaillant aux côtés d'unités russes, comme le 22e régiment de fusiliers motorisés et la 11e brigade d'assaut aérien séparée. Selon des rapports, la Russie a rassemblé une force de 50 000 soldats, y compris des Nord-Coréens, dans le but de reprendre le territoire conquis par l'Ukraine lors de son offensive estivale. La Corée du Nord soutient les efforts de Poutine pour résoudre la pénurie de main-d'œuvre en Russie, sans recourir à une mobilisation générale politiquement risquée. Avec des pertes estimées qu'à près de 762 000 et des difficultés de recrutement, Poutine a besoin de chaque soldat supplémentaire qu'il peut trouver. Comme on dit, attention à ce que vous souhaitez. Parfois ne pas avoir de soldats, pourrait être préférable à hériter d'une armée si incompétente qu'elle devient un fardeau, une leçon que Poutine apprend actuellement. Les soldats envoyés en Russie sont les rejets de la Corée du Nord. Maladroits, inaptes et non qualifiés. Ils sont moins une armée qu'une collection de ratés militaires. Mais cela ne devrait surprendre personne qui connaît l'armée nord-coréenne. La Corée du Nord pourrait avoir 1 300 000 de militaires actifs, l'une des plus grandes armées au monde. Cependant, pour Kim, seule la quantité compte. La structure de l'armée nord-coréenne est conçue autour de la main-d'œuvre brute, pas de la guerre moderne, ce qui affecte sa qualité. La formation des soldats nord-coréens envoyés en Russie est si minimale et dépassée que certains ne pouvaient même pas tenir un fusil sans le faire tomber. Il n'est pas surprenant que leur formation soit limitée, compte tenu des graves pénuries auxquelles ils font face. Le carburant, les munitions et l'équipement moderne sont tous en pénurie critique. Les transfuges nord-coréens rapportent que de nombreux soldats consacrent plus de temps à la culture de pommes de terre qu'au maniement des armes, étant régulièrement réaffectés pour soutenir l'économie civile en difficulté. Même les unités d'opération spéciales, l'élite, ne s'en sortent guère mieux. Leur équipement est souvent indisponible en raison de ruptures de la chaîne d'approvisionnement causées par des sanctions internationales et une mauvaise gestion interne. L'absurdité du déploiement de telles troupes a été mise à nu dans les communications russes interceptées, où un soldat frustré s'est exclamé « Que faisons-nous avec eux ?» Ce sentiment, augmenté d'1 ou 2 jurons, en dit long sur l'état de préparation au combat des troupes nord-coréennes. Mais soyons honnêtes, les soldats nord-coréens sont encore plus mal lotis que leurs homologues russes. Ils sont pratiquement des squelettes ambulants, incarnant la crise alimentaire chronique du pays.
Il n'est donc pas étonnant que les Nord-Coréens en Russie ne puissent pas accomplir certaines tâches physiques de base, comme courir simplement 20 mètres. Ce n'est pas anormal pour une population malnutrie, mais les soldats ont vraiment une vie difficile. Une croyance perverse veut que la faim rende les soldats plus durs, assurant ainsi des rations militaires maigres. Leur régime alimentaire se compose généralement de restes à peine comestibles, de racines bouillies, d'un peu de maïs, ou les jours de chance, de petites portions de riz récupérées à la campagne. Le désespoir alimentaire a poussé les soldats nord-coréens à commettre des actes criminels, pillant les maisons, les dépôts de nourriture et même les cuisines militaires pour voler tout ce qui est comestible. Dans un incident horrifiant, 2 soldats affamés ont poignardé à mort une mère et sa fille civiles en volant de la nourriture dans une maternelle, leur désespoir poussant les soldats à des actes de barbarie. Même leurs dirigeants s'en sortent mal. Une source a décrit des officiers de haut rang déployés sur des projets de construction frontaliers, qui étaient si émaciés qu'ils semblaient sur le point de s'effondrer. Leur apparence émaciée montre qu'il est presque impossible de maintenir la discipline ou la cohésion parmi des troupes qui tiennent à peine debout, et encore moins se battre. 3 généraux nord-coréens auraient été envoyés pour commander les troupes en Russie. Vous pourriez penser que ces conditions horrifiantes dans leur pays d'origine feraient de la Russie un véritable havre pour eux, n'est-ce pas ? La réponse aurait pu être oui, si les troupes nord-coréennes en Russie n'étaient pas aussi affamées. Malgré les premiers rapports, indiquant que Moscou traitait bien les soldats nord-coréens, pour en attirer plus, ces espoirs se sont vite estompés. À Koursk, la tension est palpable parmi les troupes stationnées. Les soldats nord-coréens, à qui on avait promis de meilleures conditions, ont exprimé leur mécontentement face au manque de nourriture. Face à l'agitation croissante, les autorités russes ont dû intervenir. Le major général Mevlitov, commandant adjoint pour le soutien des ressources du district militaire de Leningrad, est sur place pour superviser la situation. Arrivé à Koursk, il a ordonné la redistribution d'urgence des rations de la 11e brigade d'assaut aérien de la garde russe. Cependant, les troupes nord-coréennes, ne trouvant pas assez de nourriture en Russie, ont découvert une forme étrange de liberté. Le déploiement des troupes nord-coréennes en Russie les a plongés dans un monde pour lequel ils sont mal préparés. Venant de l'une des nations les plus isolées de la Terre, ils ont peu de notions du monde extérieur, encore moins de la guerre moderne. Pour eux, chars et tracteurs agricoles sont identiques, soulignant leur ignorance de l'équipement militaire moderne. Mais leur ignorance ne se limite pas à cela. Les transfuges nord-coréens ont parlé de leur étonnement face aux commodités de base comme l'électricité, l'eau courante et les repas convenables lorsqu'ils ont rencontré d'autres pays. Et même cela n'est que le début. Des rapports suggèrent que certains soldats nord-coréens en Russie, exposés à Internet pour la première fois, ont passé beaucoup de temps à consommer de la pornographie en ligne. Oui, Poutine a promis des soldats disciplinés, mais a reçu à la place un contingent choqué par la culture qui ne peut pas se battre, ne peut pas penser, et est dangereusement dépassé. Kim a vraiment réussi un coup de maître. Il s'est débarrassé de ces soldats gênants, tout en mettant dans l'embarras son prétendu allié. Mais soyons honnêtes, Poutine est aussi en faute ici. Il a peut-être été manipulé par Kim, mais il s'est laissé prendre au jeu. À quoi s'attendait-il ? Que des soldats étrangers sans connaissance du russe ni véritable expérience de combat deviendraient magiquement une force efficace du jour au lendemain ? Rien qu'avec ces 2 problèmes, Poutine aurait dû savoir que l'acceptation de soldats nord-coréens était une mauvaise idée. Parlons maintenant de l'expérience de combat, et là où les choses se dégradent vraiment. Les troupes nord-coréennes manquent d'expérience dans les combats modernes. Leur déploiement à Koursk représente en fait la première grande bataille que ces soldats ont vue depuis la guerre de Corée, au début des années 1950. Cela fait plus de 70 ans, ne vous méprenez pas. La Corée du Nord a précédemment déployé des soldats à l'étranger, mais à une échelle réduite. Pendant la guerre du Vietnam, ils ont envoyé moins de 100 pilotes, et une unité de guerre psychologique. Lors de la guerre du Yom Kippour, ils ont envoyé 1500 conseillers militaires et experts. Mais leur nombre n'était pas le problème, c'était leur rôle. Ils ne faisaient que soutenir les autres, ils n'étaient pas en première ligne dans le combat direct. Leur expérience dans la lutte contre les grandes guerres est donc quasiment nulle. On peut en dire autant des autres déploiements étrangers notables de la Corée du Nord. Dans les années 80, la Corée du Nord a envoyé seulement 25 conseillers militaires en Libye, et en 1987, 50 conseillers en Ouganda. Le cas le plus récent était en Syrie, où la Corée du Nord a envoyé au moins 20 spécialistes, bien que certains rapports suggèrent un nombre plus élevé. Cependant, ces unités étaient éloignées des réalités brutales du front. Poutine s'attendait à recevoir des milliers de soldats hautement entraînés pour la bataille en Ukraine, mais il a obtenu des soldats qui étaient hors d'action depuis des décennies. Mais ce n'est pas un cas de mauvais renseignements, comme l'invasion mal avisée de l'Ukraine. L'attaque de Poutine était une énorme erreur de calcul. Il doit maintenant affronter des soldats plus habitués aux parades qu'aux combats sur le terrain. C'est un problème incontournable pour toute opération militaire. Un autre problème majeur,
La barrière linguistique. Bien que cela puisse paraître anodin, c'est un problème majeur en contexte militaire, surtout avec des soldats inexpérimentés au combat. La coordination militaire est complexe et nécessite une communication constante, des ordres précis et des réponses en temps réel. Quand vous ajoutez une barrière linguistique à l'équation, vous obtenez le chaos, pas une machine efficace. Les soldats nord-coréens en Russie ont du mal à apprendre le russe. Avec une formation linguistique limitée à environ 100 termes militaires clés, c'est insuffisant quand les enjeux sont si élevés. Dans un véritable scénario de champ de bataille, même de petits malentendus peuvent entraîner un désastre. Les Russes malises ont peut-être pu leur apprendre à dire attaque, mais sans maîtrise de la langue, ils ne connaîtront pas les nuances tactiques. C'est pourquoi même l'intégration de ces soldats dans les unités militaires russes, à des niveaux inférieurs, sera comme essayer de faire entrer un carré dans un trou rond. Les Russes devront s'appuyer sur des traducteurs, ce qui est loin d'être optimal pour les conditions de combat en temps réel, où chaque seconde est précieuse. Lorsque Poutine a imaginé des soldats nord-coréens rejoignant les forces russes, il a peut-être négligé un détail crucial. Si ces troupes ne peuvent pas comprendre leur commandant, elles ne pourront pas exécuter correctement les ordres, et leur performance sera encore pire que prévu. L'humiliation de Poutine grandit quand on voit ce que ce pansement désespéré pour le problème de recrutement de la Russie lui a vraiment apporté, un coup direct sur le territoire russe. La décision de Poutine d'amener des troupes nord-coréennes a mené directement à l'autorisation pour l'Ukraine de lancer des missiles longue portée sur le territoire russe. Le président américain Joe Biden a été le premier à autoriser Kiev à utiliser les missiles ATACMS pour frapper des cibles en Russie. Les Storm Shadow britanniques et les Scalp français ont suivi. Les armes à longue portée, sujet sensible depuis des mois, ont été approuvées par Biden pour cibler les forces russes et nord-coréennes dans la région de Koursk après le déploiement des troupes nord-coréennes en Russie. Pour Poutine, cela signifie que le champ de bataille s'est étendu de 186 miles à l'intérieur du territoire russe, et maintenant la Russie elle-même est sous attaque. Les soldats même que Poutine pensait qu'il aiderait à gagner lui font maintenant indirectement perdre encore plus de terrain. Quel revirement de situation. Et Kim, il est le vrai gagnant dans cet accord. En premier lieu, il s'est séparé de ses soldats les plus médiocres, ceux qui étaient en plus un poids qu'un atout pour l'armée nord-coréenne. Envoyer ses troupes combattre pour la Russie, loin de leur foyer avec peu de chances de retour, était une façon idéale de faire place nette. Après tout, nous ne parlons pas d'unités d'élite, nous parlons de chair à canon jetable, facilement sacrifiée au chaos de la guerre. Il y a aussi l'aspect financier. La Russie paierait 2000 $ par mois aux soldats nord-coréens, somme qui finirait principalement dans les caisses de l'État plutôt qu'entre les mains des soldats. Pour la Corée du Nord, qui a longtemps lutté contre les difficultés économiques et les pénuries de devises, c'est une injection de liquidité très nécessaire. Il y a aussi l'avantage nucléaire. Kim a commencé à utiliser l'alliance avec la Russie pour renforcer les ambitions nucléaires nord-coréennes. Le pacte Russie-Corée du Nord pourrait s'avérer être un véritable changement de donne. L'aide de Moscou pourrait permettre à Kim de renforcer son programme nucléaire et la position internationale de la Corée du Nord. De plus, il y a l'échange de technologies militaires. La Russie aurait promis de fournir à la Corée du Nord des avions de chasse MiG-29 et Su-27 malgré leur ancienneté. Bien que ces jets ne soient pas le summum, ils améliorent significativement la puissance aérienne nord-coréenne, ce qui pourrait être crucial dans l'espace aérien tendu de la péninsule coréenne. Enfin, il y a le positionnement stratégique. En s'alignant avec la Russie et en augmentant ses capacités militaires, Kim renforce encore sa position dans la soi-disant nouvelle guerre froide. Les dynamiques géopolitiques évoluent, et Pyongyang exploite les tensions grandissantes entre les États-Unis, la Chine et la Russie. Une nouvelle triade puissante émerge, avec la Chine, la Russie et la Corée du Nord en son cœur. Cette triade positionnerait le régime de Kim comme un acteur beaucoup plus influent sur la scène mondiale. Kim a obtenu l'essentiel, l'argent, le soutien militaire et le levier stratégique. Poutine en a payé le prix, ce qui soulève une question. Pourquoi Poutine continuerait-il à soutenir cette alliance tordue ? En vérité, il n'a pas d'alternative. Derrière des portes closes, il peut s'emporter. Il peut même menacer de renvoyer les soldats nord-coréens. Mais publiquement, il doit préserver l'image de force de cette alliance. Kim maîtrise déjà cette illusion. Le 30 novembre 2024, Kim a promis publiquement le soutien indéfectible de la Corée du Nord à la guerre de la Russie en Ukraine, soulignant que son pays soutiendrait la Russie pour défendre sa souveraineté et son intégrité territoriale. Cette déclaration marquante, faite lors d'une rencontre avec le ministre russe de la Défense Andrei Belyasov, a été minutieusement préparée pour aider Kim à préserver sa crédibilité auprès de la Russie et de son public national, tout en affichant publiquement la puissance de son régime. Poutine doit également faire preuve de force, malgré la mauvaise surprise reçue.
Le déploiement de troupes nord-coréennes fait partie du récit en cours, selon lequel la Russie n'est pas isolée, mais construit activement des alliances avec des pays comme la Corée du Nord, qui peuvent présenter un front uni face aux sanctions et pressions occidentales. En fin de compte, aucun des deux camps ne reconnaîtra les véritables motivations derrière leurs actions, car cela nuirait à leur image de force, quelque chose que les deux dirigeants doivent maintenir pour éviter de perdre de l'influence sur la scène mondiale. Mais Poutine ne laissera sûrement pas cette humiliation impunie. Il ne pourra peut-être pas riposter contre Kim, mais ses troupes sont condamnées. La Russie va presque certainement utiliser les troupes nord-coréennes comme chair à canon, une stratégie conçue pour absorber d'énormes pertes, tout en essayant de submerger les défenses ukrainiennes par le nombre et la force brute. Cette approche reflète les tactiques de broyeur à viande sur lesquelles la Russie a compté dans plusieurs conflits. En déployant des milliers de soldats nord-coréens mal formés en première ligne, la Russie peut lancer des assauts massifs pour submerger les positions ukrainiennes, même si cela signifie sacrifier ses soldats. Cependant, n'espérez pas que Kim se préoccupe grandement de la mort de ses soldats. Son régime a toujours considéré ses soldats comme jetables, donc même les envoyer mourir dans la guerre de la Russie n'est qu'un autre sacrifice dans la quête de Kim pour des gains militaires et politiques, et les troupes nord-coréennes ont effectivement commencé à mourir en Russie. Le 1er décembre, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré dans une interview avec l'agence de presse japonaise Kyodo News que des soldats nord-coréens avaient déjà été tués au combat. Début novembre, les premiers rapports d'affrontements impliquant des troupes nord-coréennes sont apparus. Selon le New York Times, le premier engagement a eu lieu le 5 novembre, lorsque des troupes nord-coréennes et la 810e brigade d'infanterie navale russe ont combattu les forces ukrainiennes dans la région contestée de Koursk. Malgré le caractère limité de l'escarmouche, probablement une attaque de sondage testant les défenses ukrainiennes, elle s'est soldée par de nombreuses victimes nord-coréennes, selon les États-Unis et les responsables ukrainiens. Malgré l'absence de chiffres précis, 2 responsables anonymes ont confirmé que de nombreux soldats nord-coréens ont été tués lors de cette rencontre, en raison de la sensibilité de la situation. Bien que les détails restent rares, y compris le nombre de décès, ces morts marquent le début de ce qui sera probablement un bilan beaucoup plus lourd pour les forces nord-coréennes. Alors, qui sort vraiment gagnant ici ? Poutine tire-t-il un quelconque bénéfice de cet arrangement, ou cela ne fait-il que sceller son destin ? Et Kim va-t-il vraiment s'en sortir en trompant Poutine ? Donnez votre avis dans les commentaires ci-dessous.